Bonjour mes amis de la fête de la gastronomie. Dans cet épisode 1, qui est le tout premier épisode, aujourd'hui et pour la première fois, nous recevons Julien Maguéjo. Bonjour Julien, et je parle aussi de notre ami Denis. Bonjour Denis. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Bonjour Denis. Julien, est-ce que vous voulez, pour démarrer un petit peu, vous présenter et pourquoi est-ce que vous êtes dans ce podcast? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Julien Maguéjo, je suis sommelier. J'ai un parcours assez atypique dans mon métier car ma formation a été plus basée sur justement les métiers de la salle. Pourquoi je suis dans ce podcast? Eh bien, écoutez, c'est parce que justement, on a décidé ensemble de faire un podcast justement lié au métier de la salle pour pouvoir parler de ces beaux métiers qui sont malheureusement pas assez mis en avant aujourd'hui et pour autant de magnifiques métiers. Oui, alors merci Julien de vous être présenté un petit peu. Effectivement, les métiers de salle, on n'en parle pas beaucoup et c'est une des raisons pour laquelle lorsque nous nous sommes vus à la Villa Mauresque à Saint-Raphaël, dans le cadre de votre métier, je vous ai demandé si vous accepteriez de parler des métiers de salle, parce que la fête de la gastronomie traite sur tous les sujets qui concernent la cuisine, la gastronomie, évidemment, mais pas beaucoup ces métiers de salle. Donc c'est pour ça que je voulais que vous nous en parliez. Alors, est-ce que vous voulez nous parler de ces métiers de salle? Comment est-ce qu'on forme? Quel esprit faut-il avoir pour être en salle par rapport aux cuisiniers, par rapport aux gestionnaires? Comment est-ce que vous appréhendez votre métier? Alors, c'est un métier qui est d'une très grande complexité dû justement à ce positionnement dans un établissement de la restauration, quel qu'il soit. Les fonctionnements sont relativement toujours à peu près les mêmes. Donc oui, c'est un métier assez atypique parce qu'effectivement, on se retrouve un petit peu toujours, nous, entre les feux de la cuisine et les attentes des clients, parce que c'est un petit peu... et nous, on est là pour faire la jonction, justement, entre les cuisiniers et les requêtes et demandes des clients, particulières ou non, ou classiques, comme on peut en avoir tous les jours. Ça, c'est un petit peu le cœur de notre métier. Et justement, je découvre à mon tour la métier de salle. Et vous pouvez nous en citer quelques-uns sans que ce soit exhaustif, mais là, c'est une surprise. Alors là, il y en a énormément. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup à travailler dans la salle d'un restaurant. Ça va du commis de salle, donc de l'apprenti également, parce qu'il y a plusieurs voies aujourd'hui qui s'offrent aux jeunes pour pouvoir apprendre ces métiers-là. Et l'une des filières que moi j'ai tendance à valoriser, ça va être celle de l'apprentissage, qui va à la fois permettre d'avoir les connaissances pratiques et les connaissances intellectuelles pour pouvoir faire ce métier dans les meilleures conditions. Et je pense que quand on sort d'une formation parallèle, donc je ne dénigre pas les écoles hôtelières, mais parce qu'ils font un travail merveilleux dans les écoles hôtelières aujourd'hui, où justement on va valoriser le travail, on va mettre en stage, on va mettre les jeunes en condition. Mais c'est vrai que quand on fait ça par apprentissage, on est la moitié, les trois quarts du temps en entreprise et un quart du temps à l'école. Donc ça permet une fois dans l'entreprise d'appliquer ce qu'on apprend à l'école au quotidien. Donc c'est beaucoup plus marquant quand on le fait de cette manière-là que quand on le fait, je pense, de manière ponctuelle pendant un stage qui va durer 3 mois. Après, on est obligé de se réimmerger dans un système scolaire, dans quelque chose de très scolaire. Et donc c'est pas la même approche. Mais après, les deux approches sont tout à fait. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais effectivement, pardon Denis, tu reviendras après si tu veux, ça veut dire que vous valorisez les formations par les CFA, par exemple. Exactement, parce que ça a souvent été je les valorise. Pourquoi? Je les valorise parce que souvent ça a été des formations qui ont été
dénigrés par leur fait. Ben voilà, ceux qui partaient, tous les jeunes qui partent en CFA, sont souvent un petit peu dans un cursus scolaire traditionnel. Ceux qu'on va mettre de côté, bon, bah, t'es pas capable d'avoir un niveau intellectuel assez bon, donc va faire un apprentissage. On va les mettre un petit peu de côté, ces jeunes-là. Et moi, là, aujourd'hui, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes merveilleux qui sont totalement très, très intéressés par ces métiers, méconnus, justement, parce qu'on n'en parle pas assez, puis je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir en parler avec vous. Et on a des jeunes qui aujourd'hui ont des valeurs. On n'est pas tous, on n'est pas tous faits pour être ingénieurs. Et je pense qu'aujourd'hui, la voie de l'apprentissage mérite d'être mise en avant, parce que on peut valoriser à la fois le travail et l'humain, et la personne en elle-même, pour justement faire en sorte de lui faire aimer cette voie qu'elle a choisie, alors qui peut être la restauration ou autre chose. Mais que soit l'apprentissage dans n'importe quel métier, doit être valorisé aujourd'hui en France, parce que je pense que c'est très important pour l'évolution et l'amélioration de tout à chacun des jeunes, et de la valorisation et de l'estime de soi, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de s'estimer soi-même. Et c'est important. Oui, vous avez raison, ça c'est très important. Denis, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je suis en train de vivre la situation, donc je comprends complètement et je suis tout à fait d'accord avec Julien. C'est qu'effectivement, ce n'est pas une voie de garage, comme on l'a dit, allez, on va dire il y a 15 ans en arrière ou 10 ans. Au contraire, c'est une voie valorisante, intellectuellement, physiquement, moralement, confiance et travail. Donc, merci de bien insister sur ce plan, c'est capital. Bon, on va insister, on va insister. Julien, justement, ce que vous avez dit et ce que vient de souligner Denis est très important. Ces métiers de salle, il faut bien, comme vous le soulignez, ce ne sont plus des métiers de voie de garage. Non, non, il y a un vrai savoir-faire, il y a de vraies compétences qui sont à mettre en œuvre, comme l'estime de soi, parce que pour pouvoir accueillir quelqu'un dans les meilleures conditions, il faut déjà s'apprécier soi-même il faut être très ouvert aux autres, il faut être très, 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 très ouvert aussi à la volonté, avoir la volonté de faire plaisir, cette volonté de faire plaisir aux gens, que quand ils passent la porte du restaurant, déjà, le premier contact qu'un client va avoir, ça va être avec n'importe quelle personne de la salle, que ce soit un commis, que ce soit le sommelier, que ce soit le maître d'hôtel ou autre. On est tous et tout à chacun amenés à être en face du client lors de son arrivée. Et ça c'est capital aussi dans le ressenti d'un client. Quand le client va arriver, va passer la porte d'un restaurant, la première personne qu'il va voir, à laquelle il va s'adresser, ça va être quelqu'un de la salle. Peu importe son statut, il va s'adresser à. Donc déjà à ce moment-là, il faut être très, 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 très attentif à comment on va accueillir la personne. Et pour ce faire, il faut vraiment, vraiment avoir cette volonté que les gens sentent que quand ils passent la porte, on a déjà envie de leur faire plaisir. Ils sont là pour ça, ils viennent dans un restaurant pour se faire plaisir. Et ça, c'est important. Oui, vous êtes là, vous avez la priorité sur le chef de cuisine, parce que comme vous le dites, c'est vous les premiers que l'on voit. C'est effectivement soit l'hôtesse d'accueil, soit ou le maître d'hôtel ou le chef de rang. Et c'est effectivement très important la première personne que l'on rencontre, que ce soit au téléphone ou que ce soit lorsqu'on, comme vous le dites, quand on franchit la porte du restaurant, le client a besoin d'être reçu avec le sourire, même si parfois c'est sans doute pas toujours facile. Et en fait, que le client ait l'impression qu'il rentre chez lui, quoi. C'est ça. Ou alors qu'ils se sentent tout de suite mis à l'aise et mis en valeur, et qui se sentent tout de suite importants pour moi, à mon sens. Hein. Il y a lors de mes dernières années, on m'a souvent dit il faut faire attention à tel client, et moi j'ai tendance à répondre, moi je fais attention à tous les clients, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de distinction à avoir entre un client, c'est un client, oui. Quel qu'il soit. Il y a pas ou alors on fait son métier, je ferai toujours mon métier avec la même passion, la même ferveur,
mais il y a pas d'attention particulière à apporter à quelqu'un de plus. Déjà, quand on fait notre maximum tout le temps, on peut pas en faire plus que ce qu'on fait déjà. Oui. Oui. Ou alors on est à 200%, ou alors on peut pas dire. Parce que pour moi, ça veut dire que pour les autres clients, on va être à 50%, puis pour celui-là, on va être à 200%. Non, il faut être à 100% pour tout le monde. Et il n'y a pas de différence à faire. Aucune. Je rebondis là-dessus. Ça m'arrivera peut-être d'autres fois de parler d'un auteur français qui est un poète, Christian Bobin. Mais c'est important parce que la poésie, contrairement à d'autres domaines, n'est pas déconnectée de la vie réelle. Et il dit tout simplement, dire bonjour à quelqu'un, c'est reconnaître qu'il existe. Je suis tout à fait d'accord avec cette pensée. Alors, justement, Julien, le matin, enfin dans une journée normale, comment est-ce que vous vous préparez mentalement, physiquement peut-être aussi? Comment est-ce que vous vous préparez à recevoir les gens et à vous mettre dans ce contexte d'être au service de vos clients? Alors, bon, effectivement, il y a une préparation psychologique, mais qui se fait de manière très naturelle. Et j'ai pour souvenir un de mes directeurs de restauration qui avait l'habitude de nous dire avant chaque service que nous allions nous changer pour mettre nos habits de salle. Le matin, on travaillait en tenue civile, et quand on allait se changer, il allait nous dire allez enfiler vos costumes, on ouvre le théâtre, parce que c'est vraiment un métier qui est très théâtral. Et aujourd'hui, il est un peu moins théâtralisé qu'il ne l'a été, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on fait beaucoup moins de prestations en salle qu'on ne le faisait à l'époque. On y reviendra, Julien, on y reviendra. À l'époque. Non, mais allez-y, continuez, je vous ai coupé, pardon. Donc, non, il n'y a pas de même. Et donc oui, effectivement, d'un côté, il y a ce côté psychologique, cette préparation psychologique, où effectivement, on va rentrer dans notre personnage qui va être celui auquel on nous a attribué, donc que ce soit celui d'un chef de rang, que ce soit celui d'un sommelier, que ce soit celui d'un maître d'hôtel, que ce soit celui d'un demi-chef de rang, d'un commis ou d'un stagiaire. On va rentrer dans notre rôle à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est toujours la même personne. Oui. Mais on est déjà dans cet esprit de dévotion. Ah, voilà un mot qui est important. Oui. Esprit de dévotion. Denis, je te vois opiner du chef. Vas-y, je t'écoute. C'était depuis le départ, Julien nous a fait déjà ressentir cela, c'est-à-dire cette implication totale. Oui, le mot dévotion, il est juste, il sonne juste, quoi. Ils sont juste dans cette belle personne, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Oui, la dévotion, et je pensais à toi aussi quand Julien a justement dit que en enfilant son costume, et son ancien directeur lui disait « on va ouvrir le théâtre ». Oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et là, j'aimerais que tu fasses intervenir ton œil de photographe, Denis. Alors là, c'est plus intérieur, effectivement, mais ce qu'il explique, ça a été vécu aussi par un ami qui a été, alors là, je vais revenir sur un passé, qui a été enseignant, et il a arrêté au bout de 3 ans parce qu'il a dit « j'en ai assez, je fais trop de théâtre toute la journée en instituteur ». Et à l'inverse, j'ai fait des photos de spectacle où les professeurs, et là, ça va rejoindre ce que dit Julien, où les professeurs, quand ils ont vu les images, ont dit « c'est extraordinaire ». Parce que les images nous restituent non pas l'ego de la personne, la mienne, mais l'implication de l'élève dans ce qu'il donne, dans ses gestes, dans sa voix, dans son corps, dans son âme, dans son cœur. Donc, c'est cela qui est essentiel, et c'est ce qu'on oublie dans le métier, les métiers de salle et le métier de Julien et beaucoup d'autres métiers. Les personnes sont entières, elles s'impliquent au-delà de ce qu'on leur demande. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Ouais. Julien, vous êtes d'accord avec ça? Complètement d'accord. Et je pense que tout le monde donne son maximum tous les jours. Alors après, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile parce qu'effectivement, vous parliez de la condition physique. C'est un métier qui est également rempli de tentations extérieures.
parce que c'est vrai et on est tous pareils dans notre métier de ce côté-là. Hein. On est tous des bons vivants. Hein. Travaillant dans la restauration, on aime tous les bonnes tables, on aime tous les bons vins, on aime tous les bons alcools. Donc c'est vrai qu'on a besoin aussi de décompresser de temps en temps. C'est vrai que la décompression passe par le fait de sortir. Et c'est vrai c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire très très attention, parce que on aurait tendance à vite se laisser emporter, parce que ce côté de dévotion qu'on va avoir toute la journée, quand on s'est dévoué toute la journée aux autres, c'est vrai que quand on sort de cette journée de travail, on a envie de soi-même aussi d'aller prendre un verre, de décompresser. Et c'est là où il faut faire attention de ne pas tomber dans cette spirale où justement on va perdre en heures de sommeil, on va perdre en récupération physique. Et donc, il faut savoir maintenir l'équilibre entre le fait de décompresser 1 ou 2 fois par semaine et le fait de décompresser tous les jours, ce qui peut devenir à la longue très dangereux. Ouais. J'incite tous les jeunes à faire très attention à ça, parce que le fossé est très très vite franchi. Ouais. Je reviens sur l'aspect théâtre. J'aime bien aussi l'expression va mettre ton costume de lumière. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On va enfiler notre costume de lumière pour rayonner de 1000 feux dans le restaurant, au maximum en tout cas, non pas pour éblouir les gens, parce que c'est pas l'objectif premier. On n'est pas là pour s'éblouir nous-mêmes, on est là pour éblouir justement les autres. Cette lumière, cet habit de lumière, il n'est pas fait pour nous illuminer nous, il est fait pour rayonner vis-à-vis des gens, et puis les mettre eux sur un piédestal, et qu'ils se sentent le plus à l'aise, le plus décontracté possible, et qu'ils sentent qu'on est là, qu'on prend soin d'eux, qu'on est attentif à leurs attentes, parce qu'ils sont des clients, quels que soient les clients, ont toujours des milliers, on a des milliers de demandes par jour, de particulières ou non, et on est là justement pour les accompagner dans ces demandes-là, aller les conseiller. Alors aller les conseiller, ça passe par quoi? Ça passe par la connaissance de ce qu'on va leur servir, parce que quand on me demande un conseil sur un vin, moi personnellement, voilà, je vais essayer de m'adapter. Souvent, la première question que je pose aux gens, je leur demande ce qu'ils ont l'habitude de boire. Déjà, ça me donne une ligne directrice sur leurs habitudes, que je ne vais pas forcément toujours suivre. Non, parce qu'ils sont là pour découvrir aussi. Voilà, exactement. Parce que 9 fois sur 10, d'ailleurs, je ne la suis pas, parce que ça va dépendre des gens, ça va dépendre de ce feeling que je vais avoir, ce ressenti que moi je vais avoir par rapport à la personne à laquelle je vais m'adresser. Parce qu'il y a des gens, on va se dire, eux, voilà, ces gens-là, je peux me permettre de les faire sortir des sentiers battus. Et il y en a où je le sens tout de suite, je me dis non, là, c'est même pas la peine d'essayer de les sortir des sentiers battus. Ils n'iront pas. Alors après, des fois, je le propose quand même, mais je laisse des alternatives. Donc, c'est-à-dire que, voilà, moi, vers quoi je me dirigerais, ce serait plutôt quelque chose comme ça. Je leur explique aussi pourquoi. Je leur explique qu'effectivement, s'ils viennent dans des établissements dans lesquels je travaille, c'est justement pour venir découvrir et pas boire des choses qu'ils ont l'habitude de boire. Ils viennent pas manger ce qu'ils mangent à la maison. Donc, par association, ils viennent pas boire ce qu'ils ont eux à la maison. Denis, tu veux intervenir? Oui. Et bon, là, ce qui me touche profondément, et il faut bien insister parce que Julien il l'exprime, c'est justement toute l'humanité qu'il y a dans le travail, et ça c'est assez extraordinaire parce que là on parle de travail et finalement là nous sommes sur le domaine humain et sur la profondeur humaine. Ouais. Et c'est vraiment génial de pouvoir entendre Julien en parler avec cœur, c'est-à-dire que c'est la partie que l'on ignore, c'est la partie que la psychologie, effectivement, adaptative aux personnes. Et j'ai une petite question. La question tout à l'heure, il se pose, c'est quels sont les écarts entre sommelier et œnologue? Merci Denis d'avoir posé la question. La grande différence entre un sommelier et un œnologue, bon, elle est pas énorme. Hein. On est tous les deux issus de la même formation, donc formation d'œnologie. Ça, l'œnologie, c'est la connaissance des vins,
Et le sommelier va justement partager cette connaissance des vins dans le métier de la restauration, dans les hôtels, les restaurants. Donc l'œnologue, lui, l'œnologue, c'est une formation et il va être beaucoup plus amené, l'œnologue va être plus amené à travailler dans des chais, en tant que maître de chais ou en tant qu'œnologue conseil. Donc l'œnologie est vraiment un domaine, une niche très particulière qui va concerner la fabrication du vin. La sommellerie, on va avoir cette formation œnologie, mais beaucoup moins poussée que l'œnologue, parce que l'œnologue va être si vous voulez, la différence, c'est qu'un œnologue est un expert du vin. Moi, je me considère pas comme un expert du vin, je me considère comme un connaisseur en vin. C'est totalement, la grande différence, elle est là. Important, très important. Oui, c'est très important. Alors, quand j'imagine vous, sur une année, vous sélectionnez les vins. Comment se passe la sélection des vins? Est-ce que vous en discutez avec le chef par rapport à la carte qu'il développe? Comment est-ce que ça se passe? Alors, ça, dans un monde idéal, ce qui m'est déjà arrivé, mais 99% des fois, c'est quand même un petit peu comme ça que ça se passe. Effectivement, moi, je vais déjà prendre mes marques au niveau de la cuisine du chef, parce que c'est quand même très important. Je vais voir quelles sont les grandes lignes qu'il va avoir l'habitude de travailler. Ensuite, on va affiner ces grandes lignes dans les plats qu'il va proposer. Moi, par rapport à ce qu'il va me sortir comme carte, je vais lui proposer une sélection de certains types de vins. Et on travaille ensemble sur cette combinaison entre accord, mets et vin. Ouais. On goûte ensemble. Ouais. On goûte ensemble pour voir ce que ça donne dans la combinaison. Alors après, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Parce qu'on a plusieurs façons de travailler. Ouais, allez-y, développez. Oui. On a plusieurs façons de travailler. Parce qu'on va travailler sur les vins, on va les travailler sur à la fois la carte, et après, on va travailler aussi sur des accords mets vins. Donc là, on va encore plus pousser le côté accord mets vins. Ouais. Après, sur une carte de restaurant, on va plus se diriger sur les grandes lignes de la cuisine. Et là, moi, je vais sélectionner un certain type de vin par rapport à la carte, en fonction des régions, en fonction des saisons. Donc, c'est sûr après, en fonction aussi un petit peu de la région dans laquelle je vais me trouver, c'est quand même très très important. Oui. Je vais certainement pas. D'ailleurs, je viens de le vivre il y a pas si longtemps que ça, où on s'est rencontrés à la Villa Moresque, donc à Saint-Raphaël en Provence. Et c'était une vraie volonté de ma part d'aller travailler en Provence, parce que c'était des vins. Enfin, c'est l'une des rares parties de la France que je ne connaissais pas plus que ça, à part les grands noms classiques que tout le monde connaît, Minuti pour ne citer que. On va citer le Château Les Houbles, et puis je vais citer aussi le Château Simone, qui est un très grand cru à côté d'Aix-en-Provence, à Mereuil. Donc oui, c'est tous les grands noms que je connaissais avant de venir. Et après, par la suite, j'ai découvert des choses mais absolument extraordinaires. En Provence. Ils ont vraiment un climat, un terroir, des cépages qui font qu'aujourd'hui, on arrive à sortir des vins. Alors, on a une région aussi en Provence qui se prête énormément à la biodynamie. Donc, c'est vrai que 80% de la carte que j'avais sélectionnée était en vin bio. Donc, c'est une particularité auquel je suis très attaché, parce qu'aujourd'hui, dans le bio, contrairement à il y a 20 ans, où on était des premiers précurseurs, quand les premiers précurseurs ont voulu faire des vins bio, ils se sont fait passer pour des fous. Et aujourd'hui, on se rend compte que le fruit du travail le travail porte ses fruits, et on arrive à des choses absolument divines, extraordinaires, remplies de goût, de saveurs, de terroir. On sent vraiment le terroir qui est au plus profond du vin, quoi. On sent que c'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Contrairement à d'autres, je ne crache pas dans la soupe, hein, mais c'est vrai qu'il en faut pour tout le monde dans le monde du vin. Moi, j'ai tendance à être beaucoup plus attaché
à des producteurs qu'à des négociants qui, eux, vont Ouais. faire effectivement des vins beaucoup plus linéaires, il n'y aura pas de surprise. Ouais. On va acheter le même vin tous les ans, il aura le même goût tous les ans. Ouais. Ouais. C'est pas ma volonté à moi. Effectivement, chacun travaille comme il veut. Moi, ma volonté, c'est vraiment justement, et je pense que le cœur de mon métier aujourd'hui, c'est de faire connaître justement des choses et des petits producteurs qui vont travailler d'une autre manière et qui vont vraiment faire ressortir le produit du terroir en lui-même. Voilà un petit peu ma ligne directrice du moment. Est-ce que vous pourrez m'envoyer un mail avec le nom de ces vins dont vous m'avez parlé, de ces pépites extraordinaires avec grand plaisir, de la Provence, parce que je les mettrai avec le podcast en commentaire pour que les gens sachent, parce qu'en écoutant, ils vont dire ah ben oui, il est gentil, Julien, mais bon, on n'a pas bien compris le nom de ces vins, donc voilà. Donc, je pense que c'est bien que les gens puissent les retrouver. Ça m'amène une autre question, justement, oui, par rapport à votre travail avec le chef. Oui. Moi, j'aime bien la notion d'histoire, parce que pour moi, la cuisine, c'est une histoire que l'on va raconter, que l'on va, par rapport aux saisons, par rapport à ce qui passe par la tête du chef. Est-ce que vous avez un petit peu ça quand vous travaillez avec le chef? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va raconter? Alors oui, effectivement, on travaille. C'est un grand travail d'inspiration, hein, que ce soit du côté de la cuisine ou de la salle. Effectivement, il va falloir déjà avoir cette connaissance générale dans un premier temps des produits qui vont être utilisés en cuisine. Là, je vais parler pour mes confrères qui se retrouvent face aux clients. Donc les serveurs, les maîtres d'hôtel, qui justement eux vont apporter des explications sur les plats. Expliquer pourquoi cette combinaison entre telle et telle saveur, parce que souvent on va essayer d'associer des saveurs justement qu'on n'a pas l'habitude de retrouver chez soi. C'est un peu l'idée du restaurant. Pouvoir justement en expliquer le mieux quand on va expliquer une assiette ou quand moi je vais expliquer un vin. Il faut connaître le produit, il faut connaître d'où il vient. Donc effectivement, les petites histoires, elles se créent d'elles-mêmes. Elles se font au fur et à mesure des discussions qu'on va avoir avec le chef, au fur et à mesure de la curiosité. La curiosité, c'est un mot très, 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 très important dans notre métier. Il faut être curieux, il faut aller voir en cuisine, poser des questions. C'est quoi ça? Tiens, j'ai jamais vu ça. Ça ressemble à quoi? C'est quoi de la cardamome? Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est que de la cardamome. Oui. Et j'en suis convaincu. Et justement, il faut expliquer. Alors, la cardamome, c'est quoi? Ça a quel goût? Comment ça se travaille? Donc après, on va chercher à savoir comment le chef l'a travaillé. Tiens, alors ça a tel goût. Et pour en ressortir le meilleur, comment vous avez fait? Donc après, il y a les techniques de travail en cuisine où c'est notre travail et nous en salle d'expliquer aux gens comment on en est arrivé là. Parce que goûter un plat, oui, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier comment il a été fait, qu'est-ce qui a été mis en œuvre en cuisine pour pouvoir en arriver à ce résultat-là. Et les gens sont curieux, sont demandeurs de ces explications qu'on peut leur apporter. C'est exactement du même ordre que pour moi dans les vins quand je vais développer sur le terroir. Donc c'est important aussi pour moi d'aller voir les producteurs chez eux, dans les domaines, de partager, d'échanger avec eux. Parce que quand je reviens au restaurant, j'en parle mais 1000 fois mieux. Et ça, j'en suis convaincu. Et ça c'est l'autre partie de mon travail qui est, je ne m'en cache pas, relativement plaisante, d'aller même pendant mes jours de congé. D'ailleurs, je le fais sur mes jours de congé. Je vais voir mes fournisseurs, mes producteurs. Mais c'est un plaisir. Donc effectivement, c'est un travail 7 jours sur 7. Quand on s'investit vraiment dans son travail, on y est 7 jours sur 7. Après, on a des temps de repos plus ou moins. Mais c'est pas pour moi quand je vais visiter mes producteurs, c'est sur mon temps de repos, c'est du repos. C'est aussi du travail, mais j'ai ce plaisir de pouvoir allier, j'ai cette chance de pouvoir allier
le plaisir et le travail. C'est-à-dire que même pendant mes jours de repos, ben moi, quand je vais me promener dans les domaines, mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Je suis en plein milieu de la nature, en plein milieu des vignes, avec des gens extraordinaires qui me font partager la même passion qu'on a en commun, qui est le vin, et qui m'expliquent comment, de simples raisins, on en a extrait le jus et on en a fait le vin. Et après, il y a tout un cheminement pour en arriver là, évidemment. Hein, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais c'est toute cette connaissance qu'ils partagent avec moi qui me permet de mieux en parler quand je me retrouve à table devant les clients. Ouais. Ça m'inspire. J'ai beaucoup d'émotions en vous écoutant parce que en discutant avec beaucoup de jeunes qui font des études, mais bon, un peu comme ça, et on a l'impression que ils n'ont pas forcément de curiosité, ils n'ont pas de point de repère, ils n'ont pas de sujet à laquelle se raccrocher et ils n'ont pas de thème qui les intéresse. Alors, ce que j'aimerais, Julien, c'est que là, on sent bien que vous êtes un passionné. Qu'est-ce qu'il faut pour passer cette passion à des jeunes pour qu'ils viennent sur ces métiers? Alors, déjà, dans un premier temps, vous savez, moi, comme j'ai tendance à dire, pour faire ce métier et puis pour en arriver à avoir cette passion, c'est pas juste un métier. La passion de ce métier, nous, on est responsable de la faire partager à ces jeunes-là, mais pour que eux puissent la vivre pleinement, il faut qu'ils soient convaincus déjà, dans un premier temps, eux-mêmes. Et il faut qu'ils soient demandeurs eux-mêmes de ce genre d'intérêt. C'est-à-dire que si eux portent de l'intérêt, si eux-mêmes portent de l'intérêt à ce qu'ils vont, aux gens qu'ils vont rencontrer, aux produits qu'ils vont rencontrer, si eux-mêmes sont d'un naturel curieux, il faut qu'eux-mêmes soient curieux, parce que nous, on peut leur faire partager toutes les connaissances qu'on veut. S'ils n'ont pas cet instinct de curiosité, et s'ils n'ont pas en eux cette passion qui les dévore du matin au soir, ça va être très. C'est beaucoup plus compliqué pour nous de leur transmettre notre savoir. Vous savez, j'étais là à Saint-Raphaël et il y a quelques mois, on avait des stagiaires qui étaient parmi nous qui, quand ils sont arrivés, m'ont dit moi je suis pas très vin, machin. Et puis, goûte ça. À force de les faire goûter, ils se sont rendus compte que ça c'est bon, ça c'est très très bon, ça c'est vachement bon. Et finalement, donc moi, la seule chose que j'ai fait, c'est de les éveiller à ça. Après, eux décideront de s'ouvrir, mais je pense que c'est comme ça qu'on va. Donc, et c'est exactement la même chose en cuisine. Oui, mais ça, non. Mais souvent, moi, je l'ai souvent remarqué, quand les jeunes sont en opposition face à ce qu'on leur demande, que ce soit en cuisine, en salle, c'est parce qu'ils savent pas. Donc, quand on sait pas, on a peur de faire parce que si on fait pas bien, on va se faire engueuler. Et donc souvent, moi j'ai compris que quand on avait affaire à cette opposition des jeunes, il fallait déjà susciter l'envie de découvrir. Une fois qu'on avait suscité cette envie de découvrir, après, les choses, elles se font ou elles se font pas. Hein. Il y en a qui ça marche, il y en a qui ça marche pas. Et puis, ça, on n'est pas des magiciens non plus. Il y a ceux qui vont accrocher, ceux qui vont pas accrocher. Hein. Mais si moi, comme je dis, si sur 100, j'arrive à en convertir 2, je suis content. Je suis content. Donc et ça n'entravera en rien ma passion. Donc, de toute façon, quand on est passionné à la base. Et je pense que pour faire ce métier-là, il faut déjà avoir cette notion de dévotion et de vocation. Il faut déjà être psychologiquement en soi. Il faut déjà se dire oui, Moi, vous savez, c'est à l'âge de 14 ans que j'ai eu ma révélation. J'étais en vacances avec mes parents à Arcachon, et au lieu d'aller
Au bassin. Voilà, au bassin d'Arcachon avec mes parents. Et ben, je restais les après-midi entiers avec Jean-Louis, le maître d'hôtel de l'époque, dans un hôtel-restaurant qui s'appelait La Coquille à l'époque à Arcachon. Je parle de ça il y a 25 ans. Et je passais mes après-midi avec lui à apprendre à plier des serviettes. Vous voyez ? Ouais. Et mais c'était un mec qui était charismatique. C'était un homme charismatique en salle, des connaissances en main extraordinaires. J'ai appris plein de choses avec ce mec-là. J'avais 15 ans. Et depuis ce jour-là, je savais que je voulais travailler dans la restauration. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est où c'est inné, et après il faut se battre. C'est loin d'être tous les jours facile. C'est loin d'être toujours simple. C'est un métier qui demande beaucoup. C'est très, 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 très exigeant. Ouais. On en demande beaucoup aujourd'hui aux jeunes, mais c'est pas le tiers devrait être fait parce qu'on pourrait être 1000 fois plus exigeant. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que effectivement on ne le soit pas encore plus exigeant. Bon, après moi je suis très 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 exigeant, même envers moi-même, hein. Je suis jamais content de moi. Alors, ouais. C'est très difficile d'être content des autres quand on est déjà pas content de soi. Ouais. Mais c'est parce que c'est tout simplement c'est le métier qui veut ça, c'est le métier qui exige d'être exigeant. C'est comme un chef de cuisine, même quand il fait quelque chose. Moi, combien j'ai vu de chefs de cuisine qui faisaient des choses absolument extraordinaires. Quand il me faisait goûter, je trouvais ça fabuleux, et qu'il prenait la casserole et qu'il la foutait en l'air. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est l'exigence qui veut ça, et ou alors on a cette exigence, ou alors on l'a pas. On n'a pas. Oui, tout ça m'amène sur deux réflexions. La première réflexion, c'est que vraiment, il faut avoir une philosophie. Enfin, il faut être philosophe, et il faut aimer être dans le partage, dans le partage, dans la transmission. Et l'autre réflexion, et Denis, je pense, va rebondir là-dessus, et vous l'avez dit aussi, Julien, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Et on le voit bien parmi les jeunes, peut-être parfois a-t-on peur d'avoir confiance en soi. Est-ce que je me trompe, Denis? Et Julien, après, je vous répondrai. Oui, alors moi je vais rebondir justement pour répondre. Sur l'exigence et le partage, et on revient au théâtre. J'ai juste une toute petite anecdote qui va corroborer ce que pense Julien, ce que ressent Julien en principal. Un ami que j'ai vu tout donner pour ses gamins dans des stages de théâtre, justement. Et je suis allé faire 3 séances de théâtre à Avignon. C'est un personnage extraordinaire. Lui, plein de confiance, plein d'allant, plein de vie. Et je l'ai vu. Les 2 premières séances se sont très, très bien passées. J'étais dans la salle, j'écoutais, moi, la réaction des gens. C'était extraordinaire. La 3e séance, je l'ai vu complètement paniqué en disant « Je n'ai pas eu de retour de la salle. Je ne sais pas ce qu'ils en ont pensé. » Il était comme un petit enfant malheureux de ne pas avoir un bruit, un retour. Alors, j'ai pu juste le rassurer en lui disant... J'étais avec des critiques qui étaient à côté de moi, qui avaient un peu de retard, effectivement, sur l'humour. Ils riaient, mais un petit peu décalé, mais qui ont eu cette phrase avant de partir en disant « c'est extraordinaire ». Simplement, ils l'ont dit à voix basse. Et je pense que Guy Simon, c'était mon ami de théâtre, aurait aimé, comme Julien, aurait aimé avoir ce que nous, Français, nous ne savons pas bien faire. Oui. Un petit mot, non pas de remerciement, mais... Quel travail, merci de nous avoir accueillis à ce point, parce qu'on n'a pas toujours ce retour. Julien ? Alors, moi, je vais rebondir là-dessus, parce que effectivement, c'est quelque chose qui est très très important. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le management qui est fait dans la restauration de manière générale en France, et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire du tout en France, et qui est énormément mis en œuvre dans d'autres pays, principalement les pays anglo-saxons. C'est la valorisation des équipes et le remerciement des équipes pour leur travail. Parce que quel que soit
peu importe comment un service va se passer, peu importe comment une journée va se passer. Vous savez, moi je pense que aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'il puisse y avoir dans les hôtels et les restaurants ce qu'on appelle des briefings d'avant-service et des débriefings d'après-service. Alors ça, on peut le faire une fois dans la journée, on peut le faire le matin, le briefing, et le soir, le débriefing, tout en partageant un verre en fin de service et puis en débriefant sur la journée. Il y a plusieurs manières de débriefer. On peut débriefer entre cadres et après débriefer avec les équipes, parce que on va pas entre cadres, on va pas avoir forcément la même vision du service et des choses et après il faut savoir ce qu'on va transmettre aux équipes sur ce débriefing. Ça, c'est ma vision des choses, mais après chacun fait. Ça se fait ou ça se fait pas le briefing le matin? Alors, il y a des établissements où ça se fait, d'autres où ça ne se fait pas. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal quand ça se fait pas, parce que je trouve que ce n'est pas justement. On est là en tant que cadre, on est là pour justement un cadre. Ça s'appelle un cadre, c'est pas par hasard, hein, c'est que c'est là pour cadrer les équipes. Donc pour moi, ce briefing, il est essentiel. Il est essentiel de manière à ce que chacun connaisse sa position au sein de l'équipe, sache ce qu'il a à faire au cours du service. Et après, on peut beaucoup plus facilement dire voilà, bon, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Bon, on peut améliorer ça, on peut améliorer ça. On peut après, quand il y a eu un briefing de fait au préalable, on peut après s'adresser aux personnes concernées ou de manière générale pour améliorer tel et tel point. C'est comme ça, je pense qu'on va à la fois valoriser les équipes, valoriser les jeunes qui arrivent dans notre métier, leur expliquer pourquoi, leur expliquer et leur donner les solutions de comment, parce que c'est pas le tout de dire ça c'était pas bien, t'as fait n'importe quoi. Non, ouais, d'accord, ok, non, mais ça sert à rien de lui crier dessus. Mais il faut lui expliquer pourquoi ce qu'il a fait comme erreur et quelle est la solution pour pallier à cette erreur. Mais là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup moins facile à faire, parce que dans tout ça, il faut aussi prendre en compte que justement ce que disait Denis tout à l'heure, il y a c'est 90% d'humain, notre travail, c'est 90% d'humain. Et travailler une machine, vous savez, une machine, quand on lui donne un ordre, elle exécute l'ordre. L'humain, c'est pas parce qu'on lui donne un ordre qu'il va forcément l'exécuter comme il va peut-être pas l'exécuter de la même façon qu'on voudrait qu'il l'exécute. Oui. Alors c'est très 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 complexe, parce que en plus de ça, il y a l'ego. L'ego de tout à chacun. Quand on donne un ordre à quelqu'un, c'est jamais très agréable de recevoir un ordre de qui que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire passer cet ordre pour quelque chose qui va valoriser la personne et valoriser l'entreprise et aller dans le sens de l'entreprise. Mais pour faire comprendre tout ça, les briefings sont essentiels, et les débriefings également, et les remerciements, remercier les équipes constamment pour leur investissement, leur implication. C'est très important, très très important de remercier les équipes, très important. Tu peux faire toutes les erreurs que tu veux. Tu peux demander tout ce que tu veux à quelqu'un. Si derrière tu ne le remercies pas pour son investissement, il te donnera jamais satisfaction. Il fera tout pour t'emmerder, mais il fera rien pour te satisfaire. Donc c'est important de remercier. On sent, Julien, là vraiment votre émotion de dire ça. Ça veut dire que dans votre vie de tous les jours, vous ne ressentez pas forcément cette empathie des gens, sans dire, comme on le disait tout à l'heure, on a du mal à remercier, on a du mal à dire merci. Et donc, vous en souffrez visiblement. Non, j'irai pas jusque là. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Non, mais c'est pas forcément. Vous savez, moi, là, je vous fais part de mon sentiment de manière interne. Hein. Mais c'est bien ça que je veux. Voilà. Oui. Voilà. Après, d'une autre. Pour moi, hein, la plus belle des récompenses, c'est le client. Moi, quand les clients partent et que les clients me remercient parce que j'ai été de bons conseils, ou qui vont remercier la maître d'hôtel ou le maître d'hôtel parce que justement il a su les diriger vers des choses, ou qu'il a su s'adapter à leurs attentes. Par exemple, pour des gens qui mangent sans gluten, d'autres
d'autres, où on va pouvoir leur apporter des solutions. Il est là le plus beau remerciement. Bon, après, c'est pas très grave d'un certain côté que je puisse avoir des mots avec un de mes collègues qui par péché d'ego ou d'orgueil va pas être d'accord avec moi, ou va pas comprendre ce que je lui ai dit, ou on va pas avoir la même vision des choses. C'est pas très grave. Ça c'est de l'humain, c'est normal. Et on n'est pas toujours obligé d'être d'accord non plus. Mais pour moi, la plus belle des récompenses, ça va être celle du client. Ça pour moi, ça vaut tout l'or du monde. À côté, ça vaut tout l'or du monde. C'est ce par quoi on a senti l'entrée de l'enregistrement de ce qu'on fait ensemble, c'est-à-dire la considération. Et c'est ce qui ressort, c'est-à-dire là, on parle d'un métier, mais ce qui est extrêmement développé d'un bout à l'autre, c'est cette notion qui est très difficile à expliquer et à faire vivre, à faire ressentir, la considération. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui. En fait, ce sont au sens large les métiers de service. Oui. On a quelqu'un en face de soi à laquelle on va, entre guillemets, apporter quelque chose, un conseil, toujours un conseil ou un service. Et ça veut dire qu'on donne vraiment de soi, on donne comme vous le faites, comme vous nous l'avez expliqué, on donne de sa passion, on donne de soi aussi, parce que, entre guillemets, en étant vraiment dans l'empathie et dans le partage avec les gens, on se déshabille un petit peu, entre guillemets. Hein. Et on donne vous donnez de votre intimité, quelque part. Hein. Et évidemment… on donne beaucoup de notre cœur, en fait. On donne beaucoup de notre cœur. Oui. Le cœur, c'est quand même très intime. C'est vrai. C'est une part de l'intimité qu'on donne. Je vais pas dire, c'est un passage obligé pour le cœur. Le cœur, pour moi, c'est le cœur de notre métier, tout simplement. Si on le fait pas avec notre cœur, ça sert à rien de se lever tous les matins. Absolument. Ça m'amène une autre question. Justement, entre votre évolution de métier, donc au début, vous avez appris votre métier, j'imagine, quand vous étiez en salle, vous étiez avant tout préoccupé par les gestes techniques et peut-être sans que l'humain soit vraiment là, j'imagine au début. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est à quel moment vous avez… peut-être vous l'avez eu tout de suite d'ailleurs, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, ou vous avez compris que l'humain était vraiment, même à la limite, beaucoup plus important que la technique? C'est une vaste question. Comment je pourrais vous expliquer ça? Non, moi personnellement, oui, effectivement, il y a les gestes techniques, mais de manière… en ce qui me concerne personnellement, parce que je ne veux pas parler pour les autres, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai eu le chemin inverse. C'est-à-dire que j'ai le chemin inverse. Donc voilà, c'est pour ça que la question m'amuse beaucoup, parce que j'ai tout de suite compris que l'humain était… Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été beaucoup plus dirigé vers l'humain que vers le côté technique. Et donc j'ai commencé par le côté humain. Et après, j'ai développé le côté technique. Alors pour la petite anecdote, ça amusera certains de mes confrères que je la raconte parce qu'elle est quand même assez cocasse. La première bouteille de vin que j'ai ouverte, donc le chef sommelier m'envoie à la table pour ouvrir la bouteille de vin. J'ouvre la bouteille de vin et à l'époque, où moi j'ai commencé, nous n'avions pas les limonadiers en deux parties. Qui facilite beaucoup l'ouverture des bouteilles aujourd'hui. Donc c'était beaucoup moins facile. Et je travaillais donc en Alsace et je me retrouve sur une terrasse où il y avait une 50aine de personnes sur la terrasse, sur un balcon. Et j'essaye d'ouvrir la bouteille tant bien que mal et le bouchon était vraiment très dur à ouvrir. Donc instinctivement, qu'est-ce que je fais? J'enlève la bouteille du seau à glace. Je prends la bouteille, je la place entre mes jambes et je fais comme à la maison, quoi. J'ouvre la bouteille en faisant un bruit de tous les diables quand le bouchon est sorti, comme à la maison. Donc là, je me retrouve. Et là, donc le chef sommelier à côté de moi
qui me regarde avec des yeux. Mais qu'est-ce que tu fais? La terrasse entière se met à rire. Ouais. Mon chef sommelier se met à rire aussi. Et si vous voulez, voilà, toute cette anecdote pour expliquer que finalement, j'ai eu beau faire une erreur. Ouais. L'humain, quand l'humain fait des choses de manière vraiment naturelle et que voilà, je suis au début de mon métier, hein, je sais pas trop comment faire et que je me retrouve seul face à un problème, bah j'essaye de le résoudre tout seul. Ouais. Même si j'ai pas adopté la bonne méthode, ouais. bah, le fait que je ne me déconcerte pas face au problème et que je le fasse de manière si naturelle a amusé tellement tout le monde. Oui. Oui. Que c'est passé sans aucun problème. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai fait le côté inverse, parce que c'est très très rapidement que je me suis rendu compte que le côté humain était beaucoup plus important, pas beaucoup plus, mais aussi important que la technique. Ouais. Ouais. Après, bon, quand on veut, c'est après qu'on va affiner ces techniques de salle, que ce soit dans le service du vin, que ce soit sur un flambage en salle. Un découpage de côte de bœuf, des choses qui aujourd'hui malheureusement ne sont plus beaucoup pratiquées. Voilà, j'aimerais qu'on parle de cet aspect parce que pour être franc et nos auditeurs vont comprendre tout de suite, il fut une époque justement dont on va parler où le maître d'hôtel ou le chef de rang, comme vous le dites, faisait un flambage, préparait des rognons de veau, faisait tout un tas de choses. Aujourd'hui, sauf peut-être dans les très grands restaurants et encore, on voit les gens de salle comme des porteurs. Excusez-moi, mais on en a discuté déjà. Hein. Oui, tout à fait. Oui, non, mais il y a aucun. Vous inquiétez pas. Oui, vous êtes des porteurs d'assiettes, quoi. Hein. Ouais, tout à fait. C'est juste. Bon, c'est là ça qu'on fait tout ça, c'est pour que vous n'êtes pas des porteurs d'assiettes. Alors non, on n'est pas des porteurs d'assiettes, ni moi ni mes confrères, personne. Moi, je suis pas un porteur de bouteilles et eux sont pas des porteurs d'assiettes, parce qu'effectivement, donc on va revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure. Les qualités qu'on va pouvoir aujourd'hui avoir en salle et puis mettre en avant, parce que justement, comme vous le dites, malheureusement aujourd'hui dans les restaurants, pourquoi? Alors déjà, il faut se poser une question. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup moins de travail qui est fait, ce qu'on appelle des travails au guéridon. Donc très bien. Les petites tablettes que l'on va balader dans le restaurant, oui. Qu'on va positionner devant les tables et sur lesquelles on va travailler pour faire une prestation de service qui va être un découpage, qui va être un flambage. Donc déjà pourquoi aujourd'hui on ne se permet plus de le faire? C'est pas très compliqué, hein. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, de manière économique, ça mobilise quelqu'un pendant la durée du service, et que ça nécessite plus de personnel qu'à l'accoutumée. Donc aujourd'hui, dans le système capitaliste dans lequel on vit, malheureusement, hein, on est là pour faire des bénéfices. Et aujourd'hui, le personnel coûte très cher. En termes de charges sociales, etc. Et donc, mobiliser quelqu'un pendant un service qui va être dédié à ça, parce que moi, je l'ai connu, hein, je l'ai connu dans mes jeunes années, on avait tous les jours, il y avait l'un d'entre nous, un confrère, qui était dédié à, aujourd'hui, c'est toi qui vas faire les découpages, aujourd'hui, c'est toi qui vas faire les flambages. Donc, ça mobilisait une personne pendant le service. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, ça a un coût. On peut plus se permettre. Donc là où on va pouvoir aujourd'hui se différencier, ça va être justement dans ces petites histoires dont on parlait tout à l'heure. Où là, on va sentir qu'il y a un vrai conseil, de vraie connaissance de la part des serveurs sans qu'ils soient des porteurs d'assiettes. Là, ça va être sur ces conseils, sur tiens, voilà, là, ce que vous allez manger, ça va pas être de dire ce qu'il y a dans l'assiette. Parce que finalement, on peut le lire sur la carte, ce qu'il y a dans l'assiette. Ça va être de raconter l'histoire de comment l'assiette elle a été créée, pourquoi le chef il a été chercher ces saveurs-là. Ça va être et tout ça, ça fait partie des échanges qu'on va avoir avec la cuisine et qui eux vont nous apporter ces arguments que nous on va pouvoir valoriser en salle, justement, c'est leurs assiettes, leur travail.
Et c'est là que c'est intéressant, et c'est là qu'aujourd'hui il y a de réelles connaissances à avoir, et d'où, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, la curiosité de tout à chacun de savoir pourquoi il a mis ça. Tiens, mais pourquoi vous avez mis une fleur là sur votre assiette? Qu'est-ce que ça va apporter dans le plat? Quel équilibre ça va apporter dans le plat? C'est quoi comme fleur? C'est quoi le nom de la fleur? Parce que 9 fois sur 10 aujourd'hui, malheureusement, on va vous apporter une assiette. Bah voilà, votre jarret de veau et vos lentilles. Petit salé aux lentilles avec le jarret de veau. Oui, bon, d'accord, ok. Bah merci, bon appétit. C'est sûr que dit comme ça, franchement, ça me. Mais bon, si tout de suite on va me vendre les lentilles en me disant qu'elles viennent du Puy-de-Dôme, et puis qu'elles sont récoltées en France par un petit producteur, bah déjà ça me parle un petit peu plus. Et pourtant ça reste un petit salé aux lentilles. Vous voyez ce que je veux dire? Que les petits salés, ils viennent des cochons qui ont été abattus à 15 km à côté dans la campagne. Eh ben déjà ça va me parler un peu plus. Et pourtant ça reste un petit salé aux lentilles. Mais tout dépend de comment on va présenter les choses aux gens. Et c'est exactement la même chose pour moi dans le vin. Est-ce que vous pensez que justement dans les CFA, je reviens toujours à la formation, c'est qui est quand même très importante, et Denis disait tout à l'heure qu'il le vivait avec des garçons que nous on connaît bien tous les deux. Est-ce que vous pensez que dans les CFA, on ne reste pas trop sur le côté purement technique? Est-ce que il manque un peu cette dimension-là humaine et de recherche, de curiosité? Alors, ma réponse, elle va être très simple, hein. Je pense que la place d'un CFA aujourd'hui, ça va être justement d'apporter ses connaissances, je dirais, techniques. Voilà. Et que après, et c'est tout l'intérêt justement de l'apprentissage, c'est de pouvoir allier les connaissances techniques qu'on va acquérir dans un CFA. Et ils sont là pour ça. Et nous, après, dans le quotidien, on va être là pour l'autre partie. On va être là justement pour apporter cette partie humaine, et puis cette partie plus curieuse aux choses. Mais comment on amène à la curiosité? Ben c'est pas compliqué, hein, non plus, hein. On prend ses apprentis avec soi, et puis on les amène au marché tôt le matin. Ah, c'est sûr. Faut se lever à 5 heures. voire à 4. Ouais. Mais c'est tellement extraordinaire de faire le marché avec le chef. Moi, je suis l'homme le plus heureux du monde quand le chef me dit, Julien, je vais au marché, est-ce que tu veux venir avec moi? Mais moi, même s'il faut me lever à 4 heures du matin, j'y vais. Parce que je vais les vivre, les produits. Ouais. Je vais les vivre, et c'est 10 fois plus parlant. Donc, et c'est comme ça c'est comme ça. C'est à nous de faire ça avec nos jeunes en salle, en cuisine, en tant que commis sommelier, de les amener dans les vignes, et en tant qu'apprenti en cuisine, ou en tant même les apprentis en salle doivent aller faire le marché avec le chef, parce que ils vont vivre une expérience. C'est une expérience, le marché le matin. C'est formidable ce que vous dites, parce que personnellement j'adore faire le marché aussi, et j'adore parler avec les producteurs. Parfois ils sont surpris d'ailleurs, parce que les gens, même au marché, les gens parfois sont un petit peu pressés, et j'aime beaucoup les questionner sur le produit qu'ils font, comment est-ce qu'il a choisi, qu'est-ce qu'il veut mettre en valeur, est-ce qu'il met de l'engrais organique, comment est-ce qu'il cultive. Et vous avez raison, pour les gens dans un restaurant petit ou grand, aller au hall ou au marché de grand matin, c'est une expérience fabuleuse, parce que le chef, quand il va faire son marché, il pense tout de suite à la gueule de l'assiette, j'imagine. Alors, oui, allez-y. Oui. Alors, il va y penser, et j'ai même envie de dire, aujourd'hui, on a la chance, parce que les mentalités ont énormément évolué, et les jeunes générations de chefs de cuisine aujourd'hui sont vraiment d'une générosité absolument extraordinaire en ce qui concerne le partage des choses. Ils ont vraiment cette envie aujourd'hui de faire partager. Vous savez, moi, je suis pas spécialement vieux, hein, j'ai 40 ans, mais j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Donc, ça fait quand même quelques années que je fais mon métier. Et ben, à l'époque, les chefs de cuisine étaient beaucoup plus secrets. Ouais. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus dans le partage, parce qu'ils ont compris que c'est comme ça, c'est transgénérationnel.
il faut transmettre le savoir qu'on acquiert. Et aujourd'hui, cette jeune génération de chefs dynamiques, volontaires, ils seront les premiers si vous allez vers eux, si vous leur demandez, si vous leur posez des questions, à échanger, à partager, à vouloir vous apprendre, à vouloir vous montrer, et que ce soit dans les cuisines ou que ce soit dans la salle d'un restaurant, c'est pareil. On en revient toujours à la même chose. Soyez curieux, soyez demandeurs, friands de conseils, friands de curiosité, un maximum, posez un maximum de questions à vos maîtres de stage, posez un maximum de questions aux gens que vous allez côtoyer, même quand vous allez faire vos courses avec vos parents, allez chez le fromager, allez chez le boucher, posez-lui des questions, vous verrez que vous serez surpris des réactions des uns et des autres qui seront dans le partage total, et ils voudront vraiment vous faire partager ça avec envie et passion, parce que quand on travaille dans les métiers de bouche, que ce soit dans les restaurants, que ce soit chez les fournisseurs, on partage vraiment une passion qui est commune, qui est celle de la terre. Parce que finalement, que ce soit dans une assiette ou dans une bouteille, le produit vient toujours du même endroit, il vient de la terre. Ouais. Denis? Ben là, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que bon, c'est une belle découverte. Moi, je voulais juste donner une petite sensation qui va aller bien au-delà des mots, je l'espère. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, j'ai une connaissance un petit peu supplémentaire en dehors de la découverte des métiers de bouche, et je m'aperçois d'une chose extraordinaire, c'est que justement, métier de bouche, ben, ça ne touche pas seulement l'estomac, mais ça atteint le cœur. Oui, tu as raison. Julien nous en fait la démonstration depuis le début. Et c'était bien pour ça que je tenais absolument à ce que on fasse un épisode, ou peut-être plusieurs d'ailleurs, on verra, sur ces métiers de bouche. Julien, vraiment, j'ai encore une question, j'en aurai peut-être d'autres. Quand vous voyez un jeune en face de vous, et que vous engagez la conversation, s'il est un petit peu intéressé par ces métiers-là, que lui dites-vous? Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis déjà qu'il a choisi l'un des plus beaux métiers du monde, parce que à mon sens c'est parce qu'on on est amené à vivre dans nos carrières, tout à chacun, des choses absolument irréelles qu'on vivrait pas dans notre métier. Donc c'est un métier merveilleux, parce que on va pouvoir vivre des expériences, des choses, faire des rencontres. Donc c'est un métier extraordinaire. Après, la deuxième chose que je veux dire, c'est: est-ce que tu es prêt à y consacrer ta vie? Parce que c'est ça. On y consacre notre vie. C'est une vie, c'est un travail, une vie, c'est un engagement, c'est un mariage. C'est quand on épouse ce métier. On épouse ce métier. Le jour où on est vraiment dedans, on a épousé le métier. C'est même notre femme à côté, si vous voulez, elle passe en second plan. Voilà, c'est comme ça. Hein. Après, et ça nous empêche pas d'élever nos femmes. Hein. Oui. Mais bon, mais c'est vrai que c'est un investissement. Après, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un équilibre familial, à moins qu'on soit tous les deux dans le même métier. Mais autrement, si vous fréquentez quelqu'un qui n'est pas du métier, c'est très difficile pour l'autre de comprendre. Effectivement que moi, j'ai eu l'exemple de nombreuses fois où mais on se voit jamais, mais t'es jamais disponible, oui, je sais. Je sais, mais ça m'a jamais fait reculer. C'est pour ça que je parle de mariage et que je parle d'épouser. On épouse le métier. C'est vraiment ça. C'est notre métier, c'est notre vie. Notre vie, c'est notre métier. C'est vraiment, c'est vraiment un métier de passion. Alors, pour parler d'anecdotes, est-ce que vous avez des anecdotes rigolotes à nous raconter? J'en ai, mais alors je sais pas si celle-là on va les passer ou vous les couper au montage, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont assez. On verra. Oui, bon, dans le genre d'anecdotes sympas de mon métier, j'en ai plein qui me viennent comme ça en tête.
je vais en citer une ou deux. La première, c'est celle, pour moi, c'est certainement la plus belle, à mon sens, la plus belle expérience de ma vie, parce que, donc, étant fan, donc je travaillais dans un palace suisse, à Lausanne exactement, au Lausanne Palace, et j'ai eu l'occasion, l'honneur et la joie de pouvoir servir une égérie féminine que tout le monde connaît très bien, qui s'appelle Monica Bellucci. Ouais. Voilà. Et donc mon directeur m'appelle. Bon, le dîner se passe. Bon, et bien évidemment, la table ils étaient 6 à table. Donc il y avait Monica Bellucci, Vincent Cassel et l'équipe de tournage, donc régisseur, metteur en scène, machin. Ils étaient 6. Et le repas se passe, et puis on arrive à un moment assez important du repas qui est le plateau de fromage. Et on avait à l'époque un plateau de fromage au Lausanne Palace sur lequel il y avait plus de 60 fromages sur le plateau. Ah oui. Donc à présenter, à expliquer et après à découper devant le client. Ouais. Donc j'arrive avec mon plateau de fromage, j'arrive avec mes 60 fromages. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la taille du plateau en arrivant devant la table. Ça prend un peu de place. Oui, nous voyons. C'est un peu volumineux quand même. Ouais. Sur 3 étages, donc c'était énorme, Et j'arrive à la table et j'essaye tant bien que mal. À cette époque-là, j'ai 20 ans. Ouais. J'essaye tant bien que mal, donc très impressionné, à 20 ans, très impressionné devant Monica Bellucci et Vincent Cassel. J'essaye tant bien que mal de présenter mes fromages et personne ne m'écoute. Et ils parlent du film qu'ils sont en train de tourner, etc. Ils en ont rien ciré. Et j'essaye tant bien que mal de présenter. Et à ce moment-là, Monica Bellucci prend la parole et demande gentiment à ce que on puisse faire un petit peu de silence pour que je puisse au moins faire mon travail. Et donc à ce moment-là, j'ai toute la table qui est en face tous les regards se portent sur moi. Et je sais même plus comment je m'appelle moi-même. Alors, vous dire comment s'appellent les fromages, c'était d'une complexité assez extraordinaire. Ah, ça devait être terrible. Oui, c'était un moment d'angoisse terrible, quoi. Ouais. Bon, bref, je bafouille un petit peu le temps de reprendre mes esprits. Je reprends mes esprits et effectivement, ce côté bafouillage dans la présentation de mes fromages a amusé toute la table. Ouais. Et je me retrouve donc à finir le service. Et le lendemain, donc je rentre chez moi. Je vous passe les autres. Non, mais vous les avez servis. Oui. Donc le fromage se sert, je sers tout le monde et tout le monde en rigole, tout le monde me charrie durant le service du fromage. Ouais. Je me détends, je me décomplexe et puis je fais mon travail, je retrouve mes esprits, je fais mon travail correctement. Ouais. Je me suis fait charrier durant le service des fromages parce qu'à chaque fois que j'en oubliais éventuellement un ou que ça venait pas, tout de suite il rebondissait dessus. Ah oui. Donc ça a été un grand moment. Ça a été très long. Le service du fromage a été très long et je crois que j'ai jamais autant transpiré de ma vie, quoi. J'avais les gouttes, elle coulait toute seule ici. Oh, ce n'était pas le fromage qui était fondu. J'avais l'impression qu'en fait ils avaient augmenté le chauffage dans la salle de restaurant, mais non, ils n'avaient pas augmenté le chauffage. C'est assez extraordinaire. Ouais. Et alors après je rentre chez moi. Et étant donné que ça avait amusé tout le monde, le lendemain matin, le directeur de la restauration m'appelle depuis la réception de l'hôtel. Donc, j'étais censé être en congé. Donc, le directeur m'appelle et il me dit oui, Julien, je suis avec Madame Bellucci et Monsieur Cassel à la réception. Là. Alors là, à ce moment-là précis, quand il me dit ça, j'ai le cœur qui bat à 100 000 parce que je sais ce qui s'est passé la veille. Je me suis dit la veille, ça les a amusés. Mais peut-être qu'aujourd'hui, avec leur recul, ça les a beaucoup moins amusés, quoi. Donc, je vais peut-être me faire remonter un petit peu les bretelles. Donc, j'ai le cœur qui bat à 100 000 km/h à ce moment-là. Ouais.
Et en fait, non, pas du tout. En fait, non, pas du tout. Ils avaient justement apprécié ce côté très, très simple, et Naturel. très naturel de ma part. Ouais. Et ils voulaient que je sois à leur service pendant toute la semaine. Donc, j'ai eu le plaisir et l'honneur de loger au Lausanne Palace et d'être à leur service toute la semaine. Donc, quand ils avaient besoin de quelque chose, plutôt que de faire appel à chaque service, d'appeler la réception à chaque fois, en fait, tout ce qu'il leur fallait, que ce soit une serviette, pour, ou que ce soit une bouteille de champagne, ou que ce soit à manger, Ouais. ou que ce soit un cadeau, quoi que ce soit, parce que voilà, il m'envoyait en ville chercher, je sais pas, Ouais. un cadeau pour une assistante parce qu'elle avait bien fait son travail ou je sais pas quoi. Ouais. Donc j'étais à leur service pour n'importe quelle demande de leur part. Donc voilà, j'ai eu le plaisir et pendant cette semaine où j'étais à leur service, Vincent Cassel m'a proposé de tourner une scène dans le film qu'ils étaient en train de tourner. Donc j'ai tourné une scène avec lui dans le film qu'ils étaient en train de tourner. Ah, très bien. Alors, quel est le nom de ce film, Alors, Julien? Est-ce que vous vous en rappelez? oui. Bah, oui, je me rappelle bien. Le film s'appelle Agent secret. Donc, et après leur venue, ils m'avaient envoyé le DVD dédicacé avec un petit mot pour me remercier de m'être occupé d'eux. Donc c'est une anecdote des plus. Oh, ben, c'est une très belle anecdote. Denis, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben, c'est tout à fait dans ce que nous avons échangé depuis le début, c'est-à-dire justement le respect, la reconnaissance, apprécier, dire merci d'une manière ou d'une autre, et puis surtout faire aussi un geste de partage, même si au début il y avait pas de drame, mais effectivement on se sent pas à l'aise. Ouais. Mais là, au contraire, c'est d'autant plus appréciable des personnes du cinéma qui ont plutôt des désirs Oui. incongrus et qui savent pas toujours faire ce qu'ils ont fait. Donc chapeau à Julien et chapeau à Monica Bellucci, à Vincent Cassel. C'est plutôt agréable d'entendre cela. Oui. C'est magnifique. Ils ont été des clients absolument. Justement, vous voyez, pour en revenir sur le cinéma, j'ai été moi subjugué par le comportement à la fois de Vincent Cassel et de Monica Bellucci, qui a été d'un respect absolument extraordinaire, et pas qu'envers moi, envers tout le monde, quoi. C'est vrai que par leur statut, son positionnement par rapport à mon malaise du moment, et qu'elle interpelle tout le monde pour dire écoutez, laissez gentiment le jeune homme faire son travail, j'ai jamais été aussi mis sur un piédestal qu'à ce moment-là, à cet âge-là, à 20 ans. Quand on me fait ça à 20 ans, par Monica Bellucci, je dis waouh, quelle marque de respect. Je ne mérite pas ton égard. Je ne fais que mon travail. Oui, je me suis senti. Non, ça a été des gens absolument, mais adorables. Bon, très, très belle anecdote, et je pense qu'effectivement, dans un métier, ces moments-là sont très forts, et Oui. des notes, et des notes de votre engagement, Oui. de votre professionnalisme, c'est ça qui est important, quoi. Vraiment, bravo. Vous avez encore une autre anecdote à nous raconter? Si vous voulez, j'en ai tout un. Vous en avez des milliers. J'en ai plein. Ouais. Il faudrait que vous les écriviez. Ouais, des fois, je me dis, mais si j'écrivais tout ce qui nous arrive dans notre mission, on se le dit tous, hein, dans notre métier. Si on devait les écrire, mais on ferait des bouquins, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est des choses assez cocasses, quoi, qui nous arrivent des fois. Ça changera des brèves de comptoir, ça sera des longues de service. C'est ça. Denis est éditeur aussi de temps en temps, donc vous voyez, oui. Il peut faire des choses pour vous. Ah ben, si vous voulez qu'on se concerte ensemble et puis qu'on écrive un livre, je vais vous dire qu'il y a de la matière. Mais oui. Il y a de la matière. Pourquoi pas? Bon, on met ça dans un coin de notre tête. Mais il n'y a pas de problème, et pourquoi pas? On en parlera après. Ouais. Donc, je vous en prie, Julien, allez-y. Donc l'anecdote suivante était à Saint-Barthélemy, donc dans les Caraïbes, où j'ai travaillé pendant 2 ans et demi.
Donc matin, je devais pas travailler du matin. Moi, à l'époque, j'étais responsable barman à Saint-Barthélemy dans un petit restaurant. Et le matin, je prends mon service le matin. J'arrive le matin au travail et une table avec un monsieur, deux femmes. Donc un monsieur, sa femme et sa fille. Et on discute. Donc je parle anglais relativement couramment. Les Américains, et on discute de choses et d'autres, et puis et puis ils s'en vont. Moi, je continue à faire mon travail, et j'ai les clients autour qui me disent, mais est-ce que vous savez avec qui vous venez de discuter là? Puis moi, très innocemment, non, absolument pas. Je dis non, absolument pas du tout. Client, quoi. Je viens de discuter avec un client. Oui, votre client, c'est Bono, c'est le chanteur de U2. Ah oui. Donc je viens de discuter avec super sympa, me serre la main, sa femme me fait la bise en partant, sa fille aussi. Ok, pas de souci. Hein. donc, mais de manière très très naturelle. Et ils reviennent quelques jours après. Donc là, je savais que c'était Bono, mais bon, moi, Bono ou pas Bono, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi un client c'est un client, donc je le sers exactement de la même façon. Et donc, comme j'étais responsable barman, il me demande un mojito, je lui prépare un mojito. Et j'avais un ami sur l'île qui était pilote d'avion, donc qui faisait les allers-retours entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et on partait très régulièrement ensemble à Cuba, et c'est à Cuba que j'ai appris à faire les mojitos à la cubaine. Et donc, revenant de Cuba, et puis quand il m'a demandé un mojito, donc je lui prépare un mojito comme j'ai appris à les faire à Cuba, il goûte son mojito, il me dit comme ça, c'est le meilleur mojito que j'ai jamais vu de ma vie. Je lui dis merci, il s'en va. Le lendemain, je devais être en congé. Il repasse. Là, mon directeur me remplaçait ce jour-là. Il repasse et il dit à mon directeur, il n'est pas là le barman aujourd'hui? Et puis le directeur lui dit, non, il n'est pas là aujourd'hui. Et donc, et il repart. Il dit, bon, tant pis, c'est pas grave, je reviendrai demain. Et le lendemain, mon directeur revient. Le lendemain, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait à ce client? Je sais pas, je lui ai fait un mojito hier. Et il me dit, apparemment, il veut que ce soit que toi qui lui fasses ses mojitos. Donc après, c'est arrivé régulièrement où mon directeur, quand il le voyait, lui disait, non, pas aujourd'hui, demain il sera là. Donc il savait que si j'étais pas là, il s'arrêtait pas pour boire son mojito. Donc voilà, c'était la petite anecdote aussi sympa. Ah ouais, très belle. Ça, c'est vraiment des moments, j'imagine, pour un professionnel inoubliables, quoi. Ouais. Ah, complètement. Ouais. Bon, après, je vais m'arrêter là pour les anecdotes. Oui, absolument. Sinon, l'interview va tourner autour de ça. Absolument. Est-ce que, par rapport à ce thème des métiers de salle, que vous nous avez vraiment fait découvrir, est-ce que vous voulez ajouter des informations, ajouter des choses? Alors bon, il y a toujours mille et une choses à ajouter, mais on pourra en parler pendant encore des heures. Je me dis que c'est pas la dernière fois qu'on sera amené à faire des podcasts et puis à discuter de choses et d'autres, parce que bon, après au-delà de on peut travailler par thème après, ouais. Oui, voilà, au-delà du côté des métiers de la salle, parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur les métiers de la salle. Sur la façon de recevoir les gens, sur la façon de dresser une table. Oui. On peut après on pourra développer des thématiques si vous le souhaitez de manière un petit peu plus précise, avec grand plaisir. Pardon, Denis? Oui, et puis par rapport à ce qui est cher aussi par rapport aux producteurs, c'est passionnant et effectivement le terroir, puisque c'est ce qui est tout au à centre. Tout à fait. Vraiment ce qui est au cœur du travail. Eh bien, Julien, si vous voulez bien, vous prévoyez une liste de thèmes qui vous sont chers dans votre métier, et à ce moment-là, on fera des podcasts par thème. Oui, grand plaisir. Alors, grand plaisir. On peut organiser ça aussi. Ouais. Après, je terminerai juste en disant que pour les métiers de la salle, je demanderais un tout petit peu à ce que tes passions puissent être partagées et encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui, et j'ai envie de dire à tous mes confrères,
que c'est très, 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 très important de se respecter les uns les autres, d'apprécier le travail des uns et des autres, de remercier chacun pour le travail qu'il fait, son investissement au quotidien, parce que c'est vraiment un investissement de tous les jours. Et moi, j'ai beaucoup de confrères qui, même malades, même quand on n'est pas bien, c'est l'un des rares métiers où, même malade, on est au travail. Et pour tous ces gens qui se donnent tous les jours dans notre métier, d'avoir cette reconnaissance pour eux, parce que tout le monde vraiment y met tout son cœur. Et il faut se parler, il faut communiquer entre la cuisine, la salle. Ce combat cuisine-salle ne sert à rien. Ce combat cuisine-salle est inutile, il est contre-productif. On est tous là pour le même objectif, travaillons ensemble et sachons nous écouter les uns et les autres. Quelqu'un en salle, il va pas retourner des mauvais retours en cuisine pour le plaisir de le faire quand il y a des mauvais retours. Il faut aussi savoir les entendre, parce que c'est aussi ce qui permet la remise en question, c'est aussi ce qui permet l'amélioration. Et que ce soit pour nous en salle qui sommes confrontés justement quand quelqu'un a un mécontentement en salle, un client a un mécontentement, il va se diriger vers quelqu'un de la salle. Alors quand nous on arrive en cuisine pour leur faire part de ce mécontentement, on n'est pas là pour les embêter, on est juste là pour leur faire partager ce que les gens nous ont dit. Ouais. On n'est pas plus responsable, et pour autant, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment entre ces deux feux, entre le feu des clients et le feu des cuisiniers. Ouais. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette notion de travailler ensemble. On n'est pas là pour embêter les cuisiniers sont pas là pour nous embêter non plus. Et si on commence à travailler dans cette dynamique-là, on pourra pas donner le meilleur de nous-mêmes, on pourra pas le rétrocéder aux gens. Et c'est là le problème, c'est que celui qui va en pâtir le plus, nous, déjà dans notre quotidien, on va en pâtir sur notre lieu de travail, alors qu'on bosse 12 heures par jour ensemble, mais le premier concerné, ça va être le client. Ouais. C'est ça qu'il faut pas oublier. On a deux beaux thèmes là, le feu des clients et le feu des cuisines. Oui, voilà. Oui, tu as raison, Denis. Effectivement, et d'autres thèmes, comme vous le disiez, Julien, comment dresser une assiette, comment recevoir le client. Comment dresser une table, quels sont les préparatifs, ça vous savez beaucoup mieux que nous, mais oui, la cuisine et les clients, ouais, très très beau thème. Et avant de terminer, allez-y. C'est pour vous, hein. Je monopolise beaucoup. Non, mais Julien, on est là pour ça, on n'est pas limité en temps. Si on voit que ça fait un peu long, on fera 2 épisodes. On va faire 1 heure, donc ça c'est bon, hein. Mais bon, on n'est absolument pas limité en temps. Donc, avant de terminer, je voulais juste passer un petit message justement à tous mes collègues et tous mes confrères et tous ceux qui m'entendront, pour leur dire que je suis aujourd'hui moi-même, donc je reviens d'une saison à Saint-Raphaël, et que je suis aujourd'hui moi-même à la recherche d'un poste de sommelier dans toute la France. Je suis ouvert à toute proposition de leur part, et que s'ils souhaitent me contacter, je vous invite également, vous Claude qui avez mes coordonnées, à se rapprocher de vous et des amis de la gastronomie pour se mettre en rapport avec moi. Je serai ravi et je suis ouvert à toute proposition. Je pense que ceux qui entendront ce reportage et se reconnaîtront dans ma façon de travailler et dans ma philosophie sauront se rapprocher de moi de manière naturelle. Et je pense que c'est la plus belle des manières pour pouvoir se comprendre le mieux possible. Vous avez raison, et je pense que aussi bien Denis que moi, on est tout à fait ravis que vous ayez passé ce message. On voit bien que les entreprises, alors encore peut-être plus dans la cuisine, mais d'une manière générale, ce que recherchent les entreprises, ce sont des gens motivés. Ce sont des gens qui ont des choses à dire, qui à la fois font des choses, mais qui ont des choses à dire, qui sont curieux, qui s'investissent vraiment. C'est ça dont on a besoin
aujourd'hui. Donc, ça nous fait vraiment plaisir, Julien. Denis, je pense que tu es d'accord, Oui, de participer. que l'on passe votre message à travers notre podcast. C'est avec vraiment un très, très grand plaisir. Tout à fait. On va arrêter cette séance maintenant, si vous voulez bien. Hein. Pas de problème, pas de problème. Et Julien, on reste en relation de toute manière par mail et par téléphone. Quand vous avez préparé un thème, bon, il y en a déjà 2 qui se sont fait jour. On prépare. Ouais. Et selon votre position, avec plaisir. On remet le couvert, si j'ose dire. Avec grand plaisir. C'est une bonne formule, très bien adaptée. Eh bien, merci beaucoup Julien, merci Denis. Merci à vous deux. Et à très très bientôt.